arrivons au rendez-vous de 15 heures. Votre rendez-vous ex-21h sportif déménage et revient à sa case initiale de départ. Le retour du 15 heures sportif avec la découverte d'une grande activité sportive. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelle est notre première activité sportive que nous allons découvrir dans cette émission. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je vais commencer cette année mes vidéos sur le handball principalement, car c'est dans le cadre de mon stage une obligation et surtout un projet innovant que je décrirai dans de futures semaines. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à l'histoire et l'historique du handball. Alors c'est parti. Donc, le handball, c'est un sport collectif joué à la main où deux équipes de 7 joueurs s'affrontent avec un ballon, en respectant plusieurs règles sur un terrain de type rectangulaire avec des dimensions de 40 mètres de longueur et 20 mètres de largeur, séparés en deux camps. Alors l'étymologie du mot handball. Donc ce nom a été inscrit en 1912 à l'allemand, donc qui se décompose avec die Hand, donc la main, et der Ball, le ballon, ce qui signifie littéralement le ballon à la main, décrivant le ballon du handball lui-même, donc de ballon rond qu'on tient à la main. La prononciation en français en européen, donc le handball, et non pas handball comme certains peuvent le penser, est influencée par la prononciation d'origine allemande, tandis que la prononciation canadienne est plus proche de la prononciation anglo-américaine. Donc les Canadiens ont tendance plus à dire, comme à l'anglaise, donc handball, ce qui est totalement faux. Alors, on passe maintenant à l'historique du handball. Les premières traces de jeux similaires au handball remontent à la France médiévale. Le jeu moderne prend ses sources au XIXe siècle, au Danemark sous le nom de handbold. Dans les années 1900, un Irlandais du nom de Casey introduisit un jeu semblable au handball aux États-Unis. Il provoque un tel engouement qu'une compétition aurait même vu le jour en 1919 à Los Angeles, aka LA. En Tchécoslovaquie, après la fin de la Première Guerre mondiale, prenait naissance le Hazena. Cependant, le handball est considéré comme un sport de conception danoise. Le danois Holger Nielsen créa les premières règles du handball moderne en 1898. En 1919, le professeur allemand Karl Schellenst de l'école normale germanique d'éducation physique de Leipzig propose une adaptation du Torball, sorte de balle au but pratiqué par les femmes allemandes à l'époque. Il créa alors le handball à 11. En général, Schellenst est considéré comme le père du handball. Donc on peut voir déjà que le handball a plusieurs origines, l'Europe centrale et un peu de l'Est, avec le Danemark, l'Allemagne, et notamment son père fondateur, Karl Schellenst. Et on peut remarquer aussi que le handball avant se pratiquait à 11, alors que maintenant c'est à 7. Le jeu se pratique d'abord en extérieur à 11 contre 11. Le handball à 11 est ainsi introduit au jeu de Berlin de 1936. Tiens, tiens, tiens. En 1938, 2 championnats du monde sont organisés en Allemagne et remportés par l'Allemagne. Décidément, c'est allemand. Un championnat à 11 et un autre à 7. Donc comme on peut voir de nos jours à 7 joueurs. Avec 4 équipes européennes, dont l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark et la Suède. Donc on peut voir plus des pays germaniques et scandinaves.
Le handball est très peu pratiqué avant la Seconde Guerre mondiale en France, mais en septembre 1981, on assiste à la mise en place, avec l'aide du régime de Vichy, tiens, 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 encore what? D'une fédération française autonome. De plus, le handball fait son entrée dans les programmes scolaires. La fédération est interdite et dissoute en fin 1944 au titre de l'ordonnance d'Alger du 2 octobre 1943. Donc c'est les statuts de groupement sportif de la jeunesse, source du journal officiel de la République française du 7 octobre 1943. Pardon. Elle ne pourra renaître après plusieurs enquêtes administratives et financières qu'en juillet 1952. La Fédération internationale de handball est quant à elle fondée en 1946, ce qui veut dire après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 1960, le handball à 11 est progressivement abandonné au profit du handball à 7, pratiqué dans des gymnases, comme on peut voir actuellement dans des salles multisports où on peut accueillir aussi que ce soit de la gymnastique, comme on peut en avoir en primaire, du tennis, du futsal plutôt. Il y a quoi d'autre? Bah, handball du coup, et basket. Le dernier championnat du monde à 11 a lieu en 1966. Le handball est admis au programme olympique masculin en 1972. Et les femmes entrent en 1976. Donc 1972, il me semble... je vais pas dire de bêtises, je vais mettre à l'écran les Jeux Olympiques qui sont apparus à ces dates-là. Le handball fut longtemps considéré comme un sport de complément, pratiqué l'hiver au chaud dans les gymnases, puis rapidement on assista à une véritable progression du handball jusqu'à un niveau actuel, notamment grâce au substrat actif du milieu scolaire. Le handball doit donc beaucoup au milieu scolaire et universitaire et tient aujourd'hui une place importante dans les programmes de l'éducation nationale en France. Alors, pour conclure, on peut dire que déjà, premièrement, le handball tire ses origines d'Europe centrale avec l'Allemagne, le Danemark, donc des pays germaniques. Et ça a été créé, ou plutôt inscrit en tant que sport, discipline sportive, vers la fin du 19e siècle, début 20e siècle. En France, ça a été introduit vers pareil, début 20e, mais il y a eu quelques petites complications à cause des guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, mais finalement, c'est réinstauré en 1952. Et la Fédération internationale se crée quelques temps après la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, on peut voir aussi que le handball est, on va dire, assez, entre guillemets, féministe. Parce que là, en ce moment, ça parle que de ça, de féminisme et autres débats dans le genre. Mais on peut dire que le handball est assez, comment dire, prometteur de féminisme à l'époque, parce que ce qu'il faut savoir, je vais pas faire de l'histoire du sport en général, mais les femmes comment dire, ont eu leur catégorie propre à elles très tardivement. Parce que les premiers sports de l'histoire, c'était aux alentours du Moyen-Âge, voire quand c'était l'ère coloniale. Donc les premiers sports, c'était le rugby, le handball, tiens, le football, le tennis. Bon, en fait, c'était que des sports de riches, pratiquement, et c'était comment dire, des sports anglais. Parce qu'à la base, les sports collectifs comme ceux que je viens de dire, sont des sports anglais. Mais bref, on va pas détailler trop non plus. Donc, voilà, handball féministe. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire qui se pratique l'hiver principal, enfin qui se pratiquait pardon l'hiver principalement, parce que dans les gymnases c'est chauffé, on peut pratiquer avec comment ça s'appelle, avec de bons matériels, par exemple un sol qui est ni trop glissant ni trop rêche,
quand pour les appuis. Actuellement, en France, le handball a pu se développer grâce au système scolaire classique, donc primaire, collège, lycée, et surtout universitaire. Ce qui place cette progression assez, comment dire, assez éducative. Parce que le handball en lui-même n'a pas forcément la même progression et la même dynamique que par exemple le football, où on peut pratiquer directement dans la rue, avec ses copains le week-end, ou même en club, tout simplement. Donc le handball du coup a pris ses racines en France, plus tout ce qui est dans les programmes de l'éducation nationale. Et je pense que j'ai tout dit. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le handball et aujourd'hui on va s'attaquer au poste. Donc cette vidéo elle s'inscrit dans les connaissances générales liées au handball et cette vidéo elle va être répartie en plusieurs sous-parties, on va dire ça comme ça. Donc c'est-à-dire qu'une sous-partie représentera le poste concerné par un joueur respectivement. Alors, on commence par le poste numéro 1. Donc le poste numéro 1, c'est le gardien de but. Donc, c'est le seul joueur qui a le droit de toucher la balle dans sa propre zone. Son rôle est d'empêcher les tirs de l'équipe adverse d'entrer dans son but. Les joueurs de son équipe n'ont pas le droit de lui faire une passe s'il est dans la zone, mais en dehors, oui. Les joueurs occupant ce poste sont habituellement d'une taille approchant les 2 mètres, hauteur de la cage de but, et d'une souplesse importante pour pouvoir aller chercher les ballons dans les coins de la cage, que ce soit avec leurs mains ou avec leurs pieds. Ensuite, on passe au poste numéro 2, donc l'ailier gauche. Il se situe dans le coin gauche, le long de la ligne de touche. Ce poste est occupé par un droitier de taille moins importante que ceux occupant les postes centraux, donc c'est-à-dire les arrières gauche et droite, pivot et demi-centre. Ayant de grandes qualités d'explosivité et une grande souplesse de mouvement, lors de l'attaque placée, ils ont un rôle de se tenir le plus près possible de leur ligne de touche afin d'étirer la défense adverse sur la largeur. Il leur arrive aussi de glisser dans la défense adverse pour faire office de second pivot, ceci pouvant fortement désorganiser le système défensif adverse. Lorsque l'équipe adverse perd la balle durant une de ses attaques, l'ailier a pour rôle de courir le plus vite possible vers la cage adverse pour recevoir la balle et ses coéquipiers de marquer en position de contre-attaque. Le poste numéro 3 est occupé par l'arrière gauche. Il se situe à un quart du terrain en partant de la gauche. Ce poste est généralement occupé par un droitier. Son rôle est de faire office de rampe de lancement des attaques de son équipe. En position d'attente de la balle, il se tient en général à plus de 15 mètres du but adverse. Il reçoit le ballon généralement lancé et plusieurs solutions peuvent se présenter à lui. Il peut transmettre la balle au côté opposé d'où elle arrive, donc c'est-à-dire au demi-centre si elle vient de l'ailier gauche, ou à l'ailier gauche si elle vient du demi-centre. Il peut sauter et effectuer un tir en extension pour marquer un but. Cette alternative se présente le plus souvent pour des arrières de taille importante qui peuvent tirer par-dessus la défense. Il peut rentrer dans la défense pour tenter de désorganiser afin de soit tirer à faible distance s'il arrive à prendre l'intervalle, soit la passer au pivot si ce dernier arrive à se démarquer, soit la passer à tout autre joueur qui aurait réussi à se démarquer. Le poste numéro 4 est occupé par le demi-centre, qui se trouve du coup au centre du terrain. Ce poste correspond un peu au meneur de jeu de l'équipe. Son rôle est de lancer les attaques et de les annoncer aux autres membres de l'équipe. Ce sont en général des joueurs de taille plus petite que les arrières, qui sont capables de s'introduire dans la défense adverse,
À cause de la rapidité et de la souplesse nécessaires pour ses entrées, ce poste est parfois occupé par des joueurs pouvant aussi jouer à l'aile. Le poste numéro 5 est occupé par le pivot. Le long de la zone des 6 mètres, circulant essentiellement au centre. Situé au cœur de la défense, il sert à fixer les défenseurs adverses, soit en restant bien à face des buts, soit en se déplaçant le long de la ligne de zone vers la droite ou vers la gauche. Lorsqu'un de ses arrières tente de s'introduire par la défense adverse, il effectue des blocs, c'est-à-dire qu'il fait opposition de son corps pour faire écran entre le joueur de son équipe et son défenseur. Le poste numéro 6 est occupé par l'arrière droit. Donc l'arrière droit, c'est la même chose que l'arrière gauche, mais en version miroir. Donc c'est-à-dire que lui, il se trouve à un quart du terrain en partant de la droite. Ce poste a des caractéristiques en tout point identiques à celui de l'arrière gauche, mis à part qu'il est généralement occupé par un gaucher. Le poste numéro 7 est occupé par l'ailier droit, qui se situe dans le coin droit le long de la ligne de touche. Ce poste a des caractéristiques en tout point identiques à celles de l'ailier gauche, mis à part qu'il est soit occupé par un gaucher, soit par un droitier ayant des capacités de tirer de manière désaxée en passant son bras droit du coup par-dessus de son épaule gauche. Pour conclure cette vidéo, je vais vous faire une petite synthèse de tout ce que j'ai pu vous présenter durant toute la vidéo et d'après mes expériences vécues lors des matchs de hand. Donc pour moi, les ailiers, on devrait plutôt choisir des personnes de petite taille et très rapides pour se faufiler dans la défense et marquer plus facilement des buts quand il s'agit de faire tourner la balle très rapidement et que le jeu soit rapide. Les arrières, généralement, on utilise des personnes de très grande taille. Généralement, c'est les plus grands de l'équipe qui occupent ce poste. Alors, première raison, c'est parce qu'ils peuvent passer au-dessus de la défense et marquer au-delà des 9 mètres. Donc, c'est pour ça qu'il leur faut une très grande explosivité et de la puissance dans les bras pour marquer à une distance que les autres joueurs ne peuvent peut-être pas savoir ou pouvoir utiliser à bon escient. Les demi-centres, c'est généralement les meneurs de jeu, donc c'est ceux qui sont généralement les plus rapides, les plus vifs et attentifs surtout, parce que c'est eux qui vont diriger le jeu, placer les pivots, placer même des ailiers qui peuvent être en deuxième pivot. C'est celui qui va faire, qui va faire bouger le jeu le plus rapidement possible, car il se trouve au milieu. Et c'est surtout celui qui va essayer de passer quand le pivot fera des blocs, ou essayer de faire la passe le plus de fois possible, soit aux arrières quand ils peuvent avoir une ouverture, soit aux ailiers avec des passes à rebond en profondeur. Et le pivot, on peut mettre généralement des personnes qui sont assez imposantes en termes de largeur de corps pour faire des bons blocs et gêner la défense adverse. Et généralement, le pivot est en défense centrale pour justement suivre le pivot adverse et ne pas le lâcher du coup pour toujours passer devant lui, lui bloquer la balle, les réceptions de balles, et ainsi gagner en défense et en possibilité de contre-attaque. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 15 heures sportif. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de mon programme avec le 15-30 Big Game pour une nouvelle aventure à la découverte du plus beau paysage, patrimoine, richesse, ville et village en France métropolitaine, mais aussi et surtout
en Europe. Restez avec nous, très bel après-midi sur la petite TV ensoleillée. Merci, salut.